excellente matière à réflexion, excellent panel. Bravo à Rachel. Très bon lancement de ELCS. Et nous allons maintenant passer à notre prochain panel sur la diversité organisée par les femmes de couleur pour l'avancement de la paix et de la sécurité. Alors, nous allons donner la parole à Ezra Benguizi, qui est la co-directrice et fondatrice de cet organisme WOC, qui va nous présenter les panélistes et ils auront donc la discussion sur l'islamophobie, et la sécurité nationale au Canada. Donc, je vais les laisser se préparer et s'installer et Ezra pourra prendre la parole. Donc voilà, encore merci. Et après ce panel, nous allons nous arrêter pour la pause déjeuner. Je répète à nouveau que votre assiette vous sera servie à table. C'est le protocole COVID. Donc voilà, si vous commencez déjà à avoir faim, sachez que nous mangerons après ce dernier groupe de discussion de la matinée. Est-ce que le micro fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ce chaleureux accueil. Je sais que vous prenez ça littéralement avec tout ce qui nous a été offert, les sacs, les casquettes. Donc, merci à tous. Merci aux organisateurs d'avoir organisé cette conférence et de nous avoir invités à participer. Je m'appelle Ezra Benguizi, pardon. Et donc, je suis la directrice de WCAPS Canada. C'est un des nombreux chapitres de notre organisation fondée par Bonnie Jenkins, notre ambassadrice. C'est une organisation, nous essayons de promouvoir le leadership des femmes de couleur dans la sphère de la paix et de la sécurité et où nous nous attachons à promouvoir des politiques de lutte au racisme et d'inclusion dans les affaires nationales et internationales. La discussion d'aujourd'hui a lieu dans le territoire non cédé de la nation Anishinaabe, dont la présence ici remonte à des temps immémoriaux. WCAPS Canada est une organisation qui veut centrer la voix des femmes racialisées dans les dialogues sur la paix et la sécurité au Canada. Cela inclut jeter un projecteur sur l'expérience des femmes autochtones par rapport à la violence de l'État et l'importance de situer notre travail dans ce contexte. Je vous invite à relire les recommandations de la Commission de la vérité et de la réconciliation et la façon de les mettre en place. Le Canada continue de faire face aux conséquences du système dépassionnant. À la fin de la discussion, j'espère que vous envisagerez de vous brancher sur ce que nous faisons et sur notre mission à WCAPS Canada, mais j'espère que vous réfléchirez à la façon dont votre organisation peut créer de meilleures relations avec les femmes racialisées, faisant de la recherche et du travail de promotion dans le domaine de la paix et de la sécurité. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est l'homophobie, l'islamophobie. Le Canada a adopté des politiques qui ont eu pour effet de la discrimination à l'égard des musulmans. Cette conversation doit passer du palier local au palier international. Nous espérons que cette conversation entraînera plus de dialogue, mais permettra aussi de favoriser la protection des musulmans au Canada et à l'étranger. La surveillance des Canadiens d'origine musulmane se fait de plus en plus au Canada et c'est contraire donc aux valeurs normalement. Alors, ce panel permettra de nous voir comment le contre-terrorisme et les mesures de sécurité visent de façon disproportionnée les musulmans et les communautés racialisées. La tragédie de 2001 a entraîné des conséquences très négatives pour les musulmans dans le monde. Malgré que les États musulmans aient été les plus touchés par les incidents de terrorisme extrémistes dans beaucoup de pays où les groupes terroristes sont actifs. Les musulmans canadiens n'ont pas été exclus de la diabolisation des musulmans et nous avons vu de plus en plus de crimes haineux contre eux, y compris en 2017, quand le 29 janvier, une mosquée québécoise a été attaquée, prenant la vie de 6 hommes musulmans
et blessant 19 personnes. Nous avons vu l'attaque de London où une famille a été assassinée, une famille musulmane a été assassinée le 6 juin. Les attaques perpétrées contre les mosques dans le pays et à l'égard des femmes musulmanes qui portent le hijab se multiplient. Voilà pourquoi une approche antiraciste à la sécurité et défense et internationale est critique. Notre panel aujourd'hui alimentera cette discussion et donnera des exemples d'expériences quotidiennes des musulmans qui ont des interactions avec les policiers, avec les institutions, avec le SCRS. Dans le cadre de notre dialogue sur la sécurité nationale et l'islamophobie. Je veux commencer par reconnaître que nous sommes situés sur le territoire non cédé de la nation Algonquin Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Je m'appelle Asra Benguizi et je suis une étudiante de doctorat à l'Université de Toronto et je suis la co-directrice de l'organisation WCAPS, Women of Color Advancing Peace and Security. Et notre organisation se consacre à l'avancement et au perfectionnement professionnel des femmes racialisées dans les domaines de la paix internationale, la sécurité et la transformation des conflits. Au milieu de toute cette adversité, les inégalités, en particulier pour les musulmans, continuent de persister. Ce qui, dans notre cas, Canadiens musulmans de tous les pays, ce qui, dans notre cas, engendre un dialogue et une réflexion. Les Canadiens musulmans de tous les pays et les musulmans partout dans le monde continuent de craindre pour leur sécurité. La discrimination et le racisme font encore des ravages dans nos communautés et dans notre pays. En fait, il y a encore des communautés qui se sont en danger, non protégées et trahies par leur gouvernement. La récente attaque terroriste mortelle motivée par la haine et l'encontre d'une famille musulmane à Londres, Ontario, rappelle l'urgence de prendre encore plus de mesures concrètes pour lutter contre l'islamophobie et toutes les formes de racisme et de xénophobie. Aujourd'hui, 4 panélistes se joignent à nous pour cette importante conversation et je vous invite à poser des questions à la fin de la discussion. So, we are going to start this discussion. Nous allons commencer cette discussion par le sénateur Jaffer, qui représente la sénatrice Mobina Jaffer, qui représente la province du Colombie-Britannique au Sénat du Canada. Elle est une ardente défenseur de la paix. Femme, paix et sécurité. Tout au long de sa carrière, elle s'est attachée à combler le fossé entre les politiques et la réalité, en veillant à ce que les réalités, en particulier celles des personnes les plus vulnérables, soient prises en compte dans les lois et les politiques. La sénatrice Jaffer croit fermement que les communautés sont au cœur de toute initiative politique réussie et que les femmes ont une véritable connaissance de leur communauté. Le travail mondial de la sénatrice Jaffer en faveur de la paix l'a conduite au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, où elle a travaillé avec des femmes artisans de la paix, ainsi qu'avec des gouvernements pour faire avancer le programme de paix. En tant qu'envoyée spéciale du Canada pour la paix au Soudan, elle a réussi à amener les femmes du Darfour à la table de négociation de paix en 2002. Championne des droits de la personne et de la diversité des femmes, la sénatrice Jaffer a présidé le comité sénatorial permanent des droits de la personne pendant près de 10 ans, ainsi que le comité canadien sur les femmes, la paix et la sécurité pendant 3 ans. Sénatrice Jaffer, vous êtes la première vraiment à défendre la justice sociale. Vous avez fait beaucoup de travail également. Par conséquent, vous savez qu'il y a plusieurs politiques nationales que nous devons suivre, de fait, qui stigmatisent plutôt les musulmans au Canada. Ces politiques jugent qu'il y a une présomption de culpabilité en général et diminuent les libertés civiles et musulmanes. Nous pensons ici à l'étude de M103 abandonnée, à la rhétorique islamophobe qui l'accompagnait, ainsi qu'à l'interdiction des symboles religieux qui ciblent indûment des femmes musulmanes et leur hijab au Québec. Je vous demande comment ces politiques continuent-elles à perpétuer l'islamophobie. De plus, vous avez une perspective unique en étant la première femme sénatrice musulmane, la première sénatrice d'origine sud-asiatique. Comment voyez-vous les politiciens d'alimenter l'islamophobie? This topic is exceptionally close to my heart, so thank you. Ce sujet est très de mon cœur. Ce sujet m'est très cher. J'écoutais ce matin et parfois vous avez dû étudier des faits. Alors, je voudrais vous parler tous et toutes
pas d'un point de vue de la sénatrice, mais à titre de musulmane qui pratique, une politicienne qui voudrait que ma communauté musulmane soit traitée de façon équitable. Et on voudrait pouvoir pratiquer notre religion en paix. Et je crois fervemment que ma définition de la sécurité nationale d'un pays, ça vient du fait que je fais partie du comité de la défense nationale et de la sécurité au Sénat. Donc, j'ai eu plusieurs années d'expérience quant à cette question. Pour ma part, je crois fermement que la sécurité nationale n'est aussi robuste que la foi qu'a la population en nos sécurités, en nos forces de sécurité, notamment le SCRS, et quelle information la communauté offre-t-elle à la SCRS. Si la communauté ne fait pas confiance à la SCRS ou toute autre organisation, ce ne sera pas la communauté, ne sera pas en sécurité, ni notre pays. Alors, je voudrais partager avec vous, il y a pour moi deux types d'islamophobie. Tout d'abord, c'est ce que l'on a déjà parlé, c'est-à-dire ce qui s'est passé à la mosquée et aussi les assassinats tragiques à London. Mais je voudrais également vous parler de l'islamophobie étatique. Donc, on a parlé, entre autres, des actes haineux qui ont été perpétrés, notamment aux mosquées de Québec. Et vous savez, la mosquée de Québec, je suis allée voir la famille. J'ai rencontré la mère qui n'avait pas vu son fils des années de temps. Il venait de l'Afrique occidentale. Au bout de 3 jours, son fils avait été assassiné. Et c'était vraiment un réveil pour nous, cet acte à la mosquée, parce que tous les politiciens se sont rassemblés pour la mosquée à Québec, mais aussi pour la tragédie à London. Mais pour moi, ça, c'est la personne. Mais quelles sont les politiques que le gouvernement met de l'avant? C'est ce qui est important. Et vous me direz si je manque de temps. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que je suis arrivée au Sénat. Ma cérémonie d'assermentation a eu lieu une semaine après le 11 septembre. Donc, vous vous imaginez, la première sénatrice musulmane qui arrive au Sénat la semaine après le 11 septembre. Et vous savez, au Sénat, c'est toute une cérémonie et c'est plutôt élaboré, un accueil élaboré au Sénat. Mais pour moi, c'était très simple et je comprends pourquoi, parce que les gens parlaient du terrorisme. Et j'avais 60 membres de ma famille. Mon père était politicien, il était dans l'auditoire et je voyais ses cheveux derrière son cou lorsqu'il a entendu le genre de choses que disait au Sénat par rapport à notre foi. Et plus tard, il m'a dit, j'ai eu le choix d'aller dans tellement de pays. Nous étions des réfugiés. Je me suis dit qu'on pourrait venir au Canada et qu'on pourrait pratiquer notre religion de façon sécuritaire. Mais les politiciens et politiciennes canadiennes ne connaissaient pas notre foi, notre religion. Et ce que j'aimerais vous dire, la première semaine après que mon mari et moi, nous avons quitté Ottawa, mais nous étions très, très heureux parce que c'était vraiment la première fois qu'il y avait un sénateur, une sénatrice musulmane. Mais à l'aéroport, mon conjoint, qui est avec moi ici aujourd'hui, il a presque, pas tout à fait, mais fouillé à nu. Mais j'étais tellement choquée par rapport à ce qui s'est passé. Je me suis dit, écoutez, je viens d'être assermentée comme sénatrice et vous pensez que mon conjoint est terroriste? Et moi, j'ai posé la question, de fait, aux collègues. « Ah, mais vous devez comprendre, étant donné la situation, nous devons faire ceci ou cela. » Mais si vous êtes musulman, toutes les personnes, y compris ma petite fille de 8 ans, connaissent que c'est des fouilles aléatoires. Examinez à l'aéroport qui est sujetti à des fouilles aléatoires. Ça, c'est de l'islamophobie étatique. Des années de temps, j'ai dit à mes collègues, allons voir qui aura une fouille aléatoire. Et à toutes les fois, la seule personne qui a une fouille
une fouille aléatoire, eh bien, je leur ai demandé d'examiner. Et c'est de cela dont on parle lorsque l'on parle de l'islamophobie étatique. On parle du Québec, mais au niveau national, ce n'est pas mieux. Il y a la loi, une loi pour les cérémonies de citoyenneté. Une femme ne pouvait pas porter son niqab. Et cela a créé beaucoup, beaucoup de dommages au pays et au Canada. Et ensuite, il y avait la loi sur les pratiques barbares. Et honnêtement, je siégeais au comité des droits de la personne. Je me suis battue avec le ministre. J'ai dit, vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas parler de pratiques barbares. Nous venons de pays. Nous savons que ce sont des actes barbares. Vous ne pouvez pas agir ainsi. Bien sûr, on ne m'a pas entendu, mais lorsque le gouvernement a perdu le pouvoir, la première chose que j'ai faite, c'est changer le titre. Mais les gens m'ont dit, ce n'est pas grave, c'est fini maintenant. Et moi, j'ai dit non, pour ma communauté, ça compte. Vous ne pouvez pas nous traiter de barbares. Je pouvais vivre avec le contenu du projet de loi, mais le titre... Et voilà ce que je veux dire lorsque je parle d'islamophobie étatique. Il y a tellement d'autres choses dont je pourrais dire que fait le gouvernement. Je pourrais continuer, mais j'aimerais quand même vous dire que lorsque le gouvernement du Québec a ce projet de loi sur la liste, et lorsque je parle à mes collègues québécois par rapport à ce projet de loi, ils pensent qu'ils sont en train de libérer la femme, parce que la femme est assujettie. Mais je leur ai dit, écoutez, ce n'est pas à vous de faire cela. Je suis une femme, je peux porter ces signes si je le veux, mais on ne peut pas arrêter les gens de se sentir comme ils se sentent. Je dis aux politiciennes québécois, je les mets au défi. Si vous continuez comme cela, et vous allez perdre du talent exceptionnel que vous avez au Québec, des femmes que vous empêchez d'aller dans les tribunaux, dans le système d'éducation, et ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici. Je voudrais que, lorsque vous partiez, eh bien, je ne veux pas que vous vous rassembliez lorsqu'il se passe des incidents horribles comme à la Mosquée de Québec ou à London, mais de vous réunir lorsqu'il y a des situations d'islamophobie. Il y a des mères qui m'appellent et qui me disent « Comment puis-je aller voir les autorités pour dénoncer mon fils parce que je pense qu'elle est impliquée dans des mauvaises situations. » Mais je ne sais pas si c'est du terrorisme, mais si je vais voir les autorités, sa réputation sera détruite à tout jamais. Ou un fils pourrait dire « On me prépare, on est en train de me préparer pour prendre cette voie, je serai détruit. » Mais nous allons dans les mosquées et ils nous disent, nous savons qu'il y a cette personne unique, mais si on appelle la police, si on appelle le SRC, la mosquée sera fermée. Il y a une crainte véritable au sein de la communauté. Pour ma part, c'est très dangereux parce que je crois que notre sécurité n'est aussi robuste que les personnes qui vivent au pays. S'il y a une partie des citoyens et des citoyennes qui croient qu'ils ne peuvent pas obtenir de l'aide, aller chercher de l'aide, eh bien, à ce moment-là, on ne sera pas un pays fort. Je veux vous laisser avec 2 messages aujourd'hui. Tout d'abord, l'islamophobie n'existe pas vraiment au pays. Ça fait 50 ans que je vis ici. Oui, il y a des exceptions, je l'accepte. Mais c'est beaucoup plus présent au sein de nos autorités. Vous n'avez aucune idée combien de sites militaires que je visite ou des services de police, c'est là où ça existe. Pas nécessairement au niveau personnel, mais par leurs actes. Et c'est ce que vous devriez examiner. Et finalement, je voudrais vous laisser ce message pour ce qui est de cette conférence au Musée canadien de la guerre. Si nous voulons vraiment avoir la paix ici au pays, on ne peut pas continuer à
traiter un groupe de personnes musulmanes très douées, des musulmans canadiens, on ne peut pas les traiter comme des terroristes. Vous savez, la crainte que ma famille et tous les musulmans ont dans ce pays, c'est lorsqu'il y aura une attaque, les gens vont prier. Ils prient littéralement que ce n'est pas un musulman, parce qu'il y aura une crainte véritable au sein de la communauté. Les gens utilisent notre nom pour perpétrer des attaques. Lorsque un enfant chrétien est responsable d'une attaque terroriste, ce n'est pas pareil comme si c'est un enfant musulman. Donc, je vous lance le défi. La prochaine fois que vous voyez une telle situation, dénoncez-le, remarquez-le, parce que surtout pour les jeunes, vous voulez avoir la paix ici au pays et vous ne l'aurez pas si on ne traite pas tout le monde de la même façon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sénateur Jaffar, de nous avoir présenté les hauts défis institutionnels pour ce qui est de l'islamophobie étatique. Alors, Faisal Baba est professeur associé à Osgood Hall Law School de Toronto. Il a effectué des recherches et publié des articles dans les domaines du droit constitutionnel, du multiculturalisme, du droit et de la religion, des droits des personnes handicapées, de la sécurité nationale et de l'accès à la justice. Il enseigne le droit constitutionnel, les droits de la personne, l'éthique juridique et la plaidoirie en appel. Auparavant, il a été vice-président du Tribunal des droits de la personne de l'Ontario. Il maintient une pratique variée en droit public et privé, plaidant devant des conseils et des tribunaux administratifs et à tous les niveaux de tribunaux, y compris la Cour suprême du Canada. Il conseille et représente une variété de particuliers et d'organismes d'intérêt public sur les questions relatives aux droits constitutionnels et aux droits de la personne. Il a comparu comme témoin expert devant les communautés parlementaires canadiens et a été membre du groupe consultatif sur l'équité du barreau de l'Ontario. Il a vécu et travaillé au Moyen-Orient et en Afrique du Sud et a donné des conférences et des cours dans de nombreux pays. Alors, Faisal, j'aimerais vous poser la question suivante. Quels sont les liens entre la sécurité nationale et l'islamophobie qui se manifestent dans les politiques de défense et de sécurité au Canada? Deuxième question. Quels sont les exemples les plus alarmants d'islamophobie pour les nombreux musulmans du Canada? Pas seulement lors des contrôles dans les aéroports, mais aussi dans les interactions avec les forces de l'ordre, la surveillance en ligne des communautés musulmanes, des mosquées, ainsi de suite. Et enfin, quels sont certains des défis et des obstacles institutionnels que nous rencontrons lorsque nous essayons de tenir le SCRC, la GRC et les commissions des droits de la personne à rendre des comptes? Nous font-ils défaut? Thank you very much. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici. Je veux remercier les organisateurs et tous les participants. Bon, alors, c'est une biographie assez longue et généreuse. Je crois qu'on m'a invité ici parce que je suis professeur en droit et je me spécialise sur la Constitution et les droits de la personne et parce que je suis canadien. Quand j'ai été nommée au corps professorel à l'école de droit de Osgood Hall, je sais que j'étais le premier musulman à être nommé professeur dans son histoire de 150 ans. Et je crois que si je n'étais pas le tout premier, un des premiers et un des seuls professeurs de droit à temps plein au pays. Et je ne le dis pas à mon propre sujet, c'est simplement pour parler de la composition des corps professoraux de droit dans le pays. La seule chose qui ne figure pas dans ma biographie, et je n'en parle pas souvent parce que ce n'est pas normalement pertinent, mais je crois que c'est hautement pertinent aujourd'hui, c'est que je suis le petit-fils d'un ancien combattant canadien. Mon grand-père maternel a servi dans la Deuxième Guerre. Il a été capturé par les nazis. Il a été dans un camp de prisonniers et il a sensibilisé ses petits-enfants. Donc, j'ai grandi avec mon grand-père et tous ses récits de ses expériences
de bataille, d'emprisonnement. Et je me souviens quand le film Saving Private Ryan est sorti, il est allé le voir et il m'a parlé de ses propres expériences dans la guerre, plus qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Il vivait à l'hôpital pour les anciens combattants Pearlie, ici à Ottawa, et je lui rendais visite de façon régulière quand je venais pour des litiges dont des litiges contre le gouvernement avec l'islamophobie. Il est mort en 2005 et donc on est assez proche pour que je lui rende visite chaque fois que j'arrivais. Mais j'ai vu qu'après 2001, ses idées politiques, ses attitudes ont vraiment changé et vraiment évolué et c'était difficile, de plus en plus difficile pour moi d'avoir une relation proche avec lui à cause des répercussions du 11 septembre. Et aussi encore plus à cause de la réponse de notre gouvernement et des gouvernements occidentaux de façon générale à cet événement qui ont fait émerger une culture dans certains milieux et une culture dans laquelle il était vraiment intégré. Et c'était cette culture militaire, culture de sécurité, où l'idée qu'on suppose que tous les musulmans sont des terroristes. Et il n'était pas ce genre de personne avant le 11 septembre, mais c'est ce qu'il est devenu après l'événement. Donc, cette perspective personnelle que j'ai eue, j'étais à l'école de droit lors du 11 septembre. Et donc, mon évolution personnelle a beaucoup été influencée par cet événement et par la réaction à l'événement. Quand ceci est arrivé à des musulmans qui étaient assez âgés pour comprendre ce qui se passait, cette idée de « Ah non, qu'est-ce qui va arriver ?» Je me souviens quand il y avait l'attaque à Oklahoma City, j'étais étudiant de cycle supérieur et moi et mes amis, on essayait de déterminer qui l'avait fait. Au tout début, on disait que c'était quelqu'un qui avait une apparence de quelqu'un du Moyen-Orient qui s'évadait en courant du site. Et ça, je m'en souviens très clairement parce qu'on sentait notre vulnérabilité par rapport à cela. Alors ça, c'est pour dire que l'islamophobie a toujours existé et les craintes qu'ont les musulmans d'être associés au terrorisme existaient bien avant le 11 septembre. Mais ce qui est arrivé le 11 septembre, c'est l'adoption officielle de cette idée, ce récit narratif et son institutionnalisation du côté des nombreuses pratiques. Alors, la définition du terrorisme, pour répondre à la première question, qui a été créée 3 mois après le 11 septembre. C'est en décembre 2001 que le Canada a adopté sa première loi contre le terrorisme. Et vraiment, on a abandonné notre souveraineté, on a adopté des lois qui nous ont été dictées par nos alliés. Et ce faisant, on a adopté la guerre américaine que les Américains menaient contre la terreur, qu'on sait maintenant était vraiment mal informée et on a adopté des attitudes qui étaient imprécises et qui pouvaient adopter de façon idéologique, et c'est exactement ce qui est arrivé. Et ça a vraiment renforcé les idées dans l'imagination du public qui identifiait clairement les musulmans au terrorisme. Et on voit encore aujourd'hui des personnes non musulmanes créer des événements horribles, semant la terreur auprès du public et qui... Et ce sont des infractions qui sont des infractions de terrorisme, mais ils ne sont pas poursuivis en tant que terroristes. Et moi, je crois qu'on n'a pas besoin d'une définition de crime terroriste. On a assez de lois de définition de crime pour pouvoir poursuivre tous les crimes de terrorisme. L'adoption de cette loi antiterrorisme, la seule conséquence qu'elle a eue, c'est de vraiment mettre une cible dans le dos des musulmans. Et je dois dire que la première fois que j'ai eu l'expérience directe de terrorisme, j'étais avec ma
famille, j'étais avec ma mère qui était d'origine pure laine québécoise et qui porte un hijab parce qu'elle s'est convertie à l'islam. Et on a été confrontés par des gens dans un centre commercial tout près de là où je suis née. Les gens nous ont dit de retourner d'où on venait, moi, mon père, ma mère et ma sœur. Et ça m'a vraiment secouée. J'étais déjà adulte à ce stade-là. Et j'avais apprécié que le pays dans lequel je suis née et j'avais été élevée avait vraiment subi un changement important. Et je crois que les signaux d'alarme ne m'ont pas, n'ont pas sonné assez tôt. C'est déjà... maintenant, on a toute une génération d'événements de musulmans dont j'ai des étudiants qui ne font pas confiance au gouvernement, qui ne croient pas que la primauté du droit existe et qui ne croient pas que tous les Canadiens sont égaux. Donc, je le vois dans ma vie. Et voilà pourquoi j'ai décidé de vous parler de mon histoire personnelle, même si mon père a était soldat dans la guerre et qu'il a été frappé par une balle pour notre pays. On me juge par mon apparence et mon nom. La collectivité musulmane est très diversifiée. Vous pouvez même le voir avec la diversité des personnes au panel. Et ces descriptions commencent à nous réduire à un seul stéréotype avec des conséquences vraiment malheureuse. Donc, je vais m'arrêter ici, mais je vais attendre aux réactions. Merci beaucoup, Faisal. Alors, je crois que tous les musulmans dans notre pays ont eu des expériences avoir à faire face à l'islamophobie. Alors, je passe la parole à Aziza, qui a reçu son doctorat de la faculté de droit américaine et elle a une maîtrise en droit se spécialisant dans la loi islamique de l'école d'études de SOAS à Londres. Elle se penche sur les enjeux liés au racisme, au droit et à la justice sociale. Ces articles ont comparu dans Al Jazeera, Harrods, le Toronto Star, le National Post, le Ottawa Citizen, Open Demography, entre autres anthologies et revues universitaires. Elle est également directrice de programmation du Centre culturel Nour. Alors, Aziza, j'aimerais vous poser la question. Beaucoup d'entre nous sont au courant du travail que vous avez fait dans le cas de la liste d'interdiction de voler. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'impact que ça a eu sur les familles? Est-ce que vous pouvez penser à au moins 3 éléments de législation qui ont sérieusement besoin d'être réformés et qui ont un effet dommageant sur les collectivités islamiques? Et est-ce que vous pouvez aussi me parler de l'islamophobie et de l'impact sur les femmes musulmanes? On n'a pas encore beaucoup parlé. Pourquoi pensez-vous que ces expériences, au moins entendues et qu'on en discute moins couramment, que les expériences des hommes musulmans en matière d'islamophobie et de sécurité nationale? Alors, bonjour à tous et salam alaikum, des souhaits de paix. Alors, merci beaucoup à vous tous d'avoir organisé cette conférence pour inclure cette conversation au sujet du phénomène profondément ancré de l'islamophobie. C'est vraiment triste, mais révélateur qu'une telle conversation serait considérée comme en tant que provocatrice, mais c'est peut-être un signe du pouvoir de l'islamophobie, que c'est quelque chose qui est omniprésent, mais aussi dont on n'a souvent pas le droit de discuter. Alors, merci pour nous avoir offert l'espace dans le contexte de cette conférence. Alors, moi, je suis de Toronto, d'Toronto, le territoire ancestral des Haudenosaunee, Anishinaabe, Mississauga.
depuis des milliers d'années. On a eu une conférence au sujet de la sécurité nationale sur une terre qui est le territoire non cédé des peuples algonquins. Au cours des dernières semaines, le monde a été témoin de l'éviction violente des Wet'suwet'en de leur terre ancestrale non cédée dans ce qu'on appelle maintenant la Colombie-Britannique, ce qui témoigne de la brutalité continue nécessaire pour garder en place l'État colonial sur les terres autochtones. L'islamophobie et le racisme anti-musulman n'est pas une innovation après le 11 septembre, ont été tissés de près avec la violence de génocide postcolonial au centre de l'établissement de l'État colonial. Et donc, les prononcés du pape qui ont créé les fondements pour l'expulsion des Juifs en Europe ont aussi été le fondement pour l'idée de terra nullius qui ont été le fondement pour l'occupation de ces terres ici, qui ont créé la base pour les guerres contre les Indiens et aussi des précédents qui nous ont menés à la guerre contre le terrorisme, la création d'un appareil national antiterrorisme qui a été employé maintenant pour lutter contre les protecteurs de l'air, de l'eau et de la terre autochtones au Canada et aux États-Unis. Maintenant, on voit les leaders politiques qui vont pleurer aux cérémonies commémoratives et vont dire non, ce n'est pas nous, chaque fois que des musulmans sont assassinés quand ils sont en prière à la mosquée ou qui se promènent en public, tout simplement. Et ces mêmes leaders politiques continuent à soutenir des politiques qui vont brutaliser, désécuriser et déhumaniser des personnes et continuent à vendre des armements au régime qui tue les musulmans, avec l'absence de mécanismes pour une reddition de comptes à la Cour internationale, par exemple contre les Israéliens qui ont fait beaucoup de tort aux Palestiniens. Et aussi lié à des événements dans le nord-est de la Syrie. Et dans ce territoire colonial du Canada, avec toutes ces pratiques de répression qui sont employées de façon disproportionnée contre les musulmans, les listes d'interdiction de voler, la surveillance massive, l'extradition, la déportation à des lieux où il y a des risques sérieux de torture et aussi l'utilisation de mesures contre la radicalisation pleine de préjugés. Nous avons créé une situation où 98% des poursuites complétées contre le terrorisme ont été contre des musulmans, souvent pour des actes qui ne sont pas du tout terroristes, même si les auteurs de suprématie blanche ont été responsables pour de 8 à 12 fois plus de morts que les musulmans ont été responsables dans les attaques au Canada depuis le 11 septembre. Comme le professeur Baba l'a dit, les initiatives pour la radicalisation de ces mesures est ancrée au Canada, mais les mesures fondamentales pour vérifier, pour surveiller ces opérations de pouvoir contre les musulmans vont être mises en œuvre seulement après des années et des années, si elles ne sont jamais mises en œuvre. Il y a plus de 10 ans, la Commission des droits de la personne canadienne a appelé pour des données ventilées sur la religion et la race en ce qui a trait aux opérations des institutions nationales de sécurité pour que leur prétention qu'ils ne pratiquent pas du profilage religieux et racial puisse être vérifiée. 10 ans plus tard, ces données ne nous sont pas disponibles.
et même les engagements de transparence envers la sécurité nationale ne parlent pas du tout de ces données, une condition fondamentale dont on a besoin pour s'adresser à l'islamophobie et d'autres pratiques de racisme structurel. Ça a pris des années de revendications pour que le 29 janvier, la journée du massacre de la mosquée du Québec, soit reconnue comme journée de commémoration contre la discrimination islamophobe. Et aussi, ça a pris des années que ces personnes soient déclarées admissibles pour la compensation du gouvernement pour cela. Et aussi, ça a pris des données pour que les victimes de torture puissent obtenir la compensation du gouvernement quand le gouvernement a dépensé 8 millions de dollars pour lutter contre les revendications d'un survivant, Abdul Surara Abrazek. Et ça a pris des années de défense des droits pour que les enfants qui ont grandi avec leur nom sur la liste d'interdiction de voler, avec cette stigmatisation, simplement parce qu'ils avaient le même nom que quelqu'un d'autre, puissent en être rayés. Ça a pris des années et des années d'efforts pour que leur nom soit rayé, même si on savait, tout le monde savait qu'ils étaient là simplement à cause d'une erreur. Malcolm X a dit que si quelqu'un va vous poignarder à 9 pouces et le retire seulement de 3 pouces, que ce n'est pas du progrès. Et on demande aux musulmans d'être reconnaissants pour ces mesures minimales. C'est les 6 pouces qui restent du poignard encore dans le dos. Ce n'est pas une amélioration. Comme la sénatrice Jaffer l'a dit, un des aspects les plus insultants de l'islamophobie, c'est sa capacité à se déguiser en tant que politique progressiste, vouée à la libération et à sauver les femmes musulmanes. Même quand les femmes musulmanes font l'objet de majoritaire de l'islamophobie par les personnes privées. Et aussi, elles portent le fardeau infligé sur les musulmans quand leurs familles sont sécurisées et internalisées. Des femmes comme le Dr Khadija McFarlane, forcée à devenir défendresse pour son fils, qui est emprisonné dans une prison à sécurité maximum aux États-Unis après avoir été assujetti à une opération comme jeune parce qu'il a partagé son information en santé mentale qui l'a indiqué donc comme une cible. Des femmes comme Sophie Harkat, la femme du détenu Mohamed Harkat, qui a écrit des choses si perturbantes au sujet de l'impact complètement destructeur des mesures de surveillance dont elle a été victime ainsi que sa famille. Des mesures tellement extrêmes que Mohamed Harkat a dit qu'il aurait préféré avoir été de retour en prison, en fait, avoir été maintenu en prison pour que ses effets qui se sont répercutés sur toute sa famille auraient été évités. Il aurait préféré être remis en prison, même si aucune accusation de crime n'a été portée contre lui. Dans cet univers pervers de sécurité nationale et de discours de sécurité nationale, nous voyons maintenant que les développements féministes les plus récents n'examinent pas en fait la violence sexuelle et genrée infligée aux femmes musulmanes et aux hommes musulmans dans le cadre de la guerre contre la terreur, mais le développement féministe est censé reconnaître les femmes musulmanes en reconnaissant leur capacité d'agir comme informatrices à l'égard de leur communauté ou de les considérer comme des menaces terroristes comme telles. Donc, pas plus uniquement des victimes passives, mais des terroristes actives. C'est considéré comme une reconnaissance du rôle des femmes musulmanes maintenant.
En tant que militante, Angela Davis a dit, dans le contexte de l'État carcéral, l'égalité signifie non pas libérer les gens des prisons, mais mettre autant de femmes en prison qu'il y a d'hommes. Dans le contexte de la sécurité nationale, nous voyons que l'égalité signifie augmenter la portée de la sécurisation pour inclure des femmes musulmanes et non seulement des hommes musulmans. Récemment, je me préparais avec un ami qui est un leader communautaire à une présentation qu'il avait été invité à faire au groupe consultatif de sécurité nationale et de transparence. Et les questions qui lui ont été posées par ce groupe, qui est censé être un organisme civil en relation d'autonomie par rapport aux institutions de sécurité nationale et qui est censé les surveiller, les questions étaient très révélatrices des limites que nous avons non seulement au niveau de l'élimination de l'islamophobie, mais de la façon de l'aborder comme phénomène. Les questions portaient toutes sur pourquoi est-ce que les musulmans ne font pas confiance aux institutions de sécurité nationale. Comment les amener à faire confiance à la GRC, au SCRS, tout en demandant aussi s'il devrait y avoir une limite, une frontière entre le rayonnement dans les communautés et la collecte de renseignements de sécurité. Comme si le fait que cette seule question doive être posée n'explique pas en soi pourquoi les musulmans ne seraient pas méfiants à l'égard de ces agences qui effectuent toujours plus de surveillance et de collecte d'informations, de renseignements de sécurité, sous le couvert du rayonnement vers la communauté. Tout cela en dit très long sur l'incapacité complète et l'absence de volonté complète de non seulement régler les problèmes d'islamophobie dans les pratiques de sécurité nationale, mais même d'admettre ou de reconnaître sa présence à nature. Un racisme qui n'est pas simplement une question de préjugés inconscients ou d'aberrations individuelles à régler par des pratiques d'inclusion, de diversité, mais plutôt un racisme qui fait partie du tissu même de la sécurité nationale et de la façon dont les menaces et le terrorisme ont été conceptualisés. Merci, Aziza. Je suis vraiment enhardie par l'approche antiraciste que vous utilisez dans votre analyse. Je voudrais maintenant passer à Kofi Ajamban, qui est un avocat et professionnel en relations gouvernementales. En tant qu'avocat, sa pratique porte sur les droits de la personne, le droit criminel, l'emploi, les litiges civils dans beaucoup de dossiers qui font ressortir l'intersection de la sécurité nationale avec les différents domaines du droit. En tant que défenseur de la communauté, Kofi a régulièrement prêté sa voix et ses services consultatifs à des questions à l'intersection du racisme anti-noir et de l'islamophobie, y compris la participation des parties prenantes au rapport de la Commission ontarienne des droits de la personne sur le racisme anti-noir dans les services de police, ainsi qu'à la stratégie nationale du gouvernement fédéral pour contrer la radicalisation vers la violence. Kofi, j'ai 3 questions pour vous. Ma première question, comment les enquêtes politiques se répercutent-elles sur les communautés musulmanes dans leur vie quotidienne? Deuxième question, votre travail d'avocat vous a mis en contact avec des clients victimes d'islamophobie et de la stigmatisation qui en découle sur le lieu de travail. Pouvez-vous nous en dire plus sur la réalité vécue par les musulmans qui sont à la recherche d'un emploi et sur l'impact des politiques de sécurité nationale sur leur capacité à obtenir un emploi? C'est une question que j'adresse en fait à tous les panélistes, celle-ci. Selon vous, que peuvent faire les musulmans pour demander des comptes aux institutions gouvernementales lorsque leurs droits sont bafoués? Est-ce que tout le monde m'entend? Parfait. J'ai un petit peu froid ici sur l'estrade, mais disons que les commentaires d'Aziza ont réchauffé l'ambiance ici, donc je les ai beaucoup appréciés.
Tout d'abord, je voudrais dire merci aux organisateurs de cette conférence, à WCAPS de m'avoir invité à partager certaines réflexions au sujet de ces enjeux difficiles, complexes et dont les ramifications sont énormes. Je voudrais revenir à ce que la sénatrice Jeffrey a dit. Il y a quelque chose que les organes d'exécution de la loi, les institutions oublient parfois. Toutes ces institutions qui sont responsables de la sécurité nationale, c'est que la communauté musulmane n'est pas monolithique. Parfois, nous regroupons les gens dans le même panier. Nous avons ces habitudes et peu importe quels sont nos antécédents, nous sommes victimes, disons, de ces visions qui nous empêchent de bien comprendre la réalité telle qu'elle est. Donc, je pense qu'il est important de comprendre que lorsque nous parlons de la communauté musulmane, nous parlons d'une communauté extrêmement diversifiée qui représente 3,5 % de la population canadienne, qui vient de partout dans le monde. Certains me ressemblent. Vous ne devineriez pas que je suis musulman, ni par mon nom. Certains portent le niqab, le hijab, certains prient, d'autres pas. Certains sont convertis aux musulmans, donc je me suis convertie aux musulmans. Je n'ai pas grandi comme musulman. Je suis venue à cette religion il y a une dizaine d'années. Donc, les musulmans sont très différents. La communauté est très diversifiée, avec un engagement religieux plus ou moins grand. J'ai écouté cette conférence jusqu'à présent et j'essaie de voir le dénominateur commun entre certains des grands enjeux abordés ici, la zone grise, la sécurisation, la diversité. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec l'islamophobie? Qu'est-ce que cela a à voir? Qu'est-ce qu'un thème a à voir avec l'autre? Et en fait, il y a beaucoup de points communs, mais c'est difficile de le voir. Pourquoi? Parce qu'on a un panel sur la diversité. On a segmenté la diversité de cette autre conversation qui est plus... qui est différente. Ce qui arrive souvent par rapport à tous les sujets. Je suis un étudiant en relations internationales de l'Université de Toronto et c'est vrai, quand j'étais étudiant, je voyais que nous avions ces conversations qui laissaient ce concept de diversité en dehors des autres solutions envisagées, élaborées dans des domaines comme les relations internationales. Et puis, il y a toute cette autre discipline universitaire qui a pour but de critiquer ces visions. Mais ces univers sont séparés les uns des autres. Mais il faut les jumeler, en fait, pour vraiment régler les menaces à l'égard de la sécurité nationale. Et je vis dans le monde réel, hein, j'en suis bien consciente. Donc, il y a des menaces pour la sécurité nationale. Mais ces menaces sont très différentes, très diversifiées aussi, et vos solutions seront très différentes, surtout si vous n'apprenez pas à comprendre les personnes que vous cherchez à protéger, avec qui vous voulez travailler. Parfois, dans les espaces de défense, de sécurité, ce que l'on constate, c'est l'existence d'une institution qui n'a aucune compréhension de la population qu'elle sert au Canada, qui forme cette juridiction que nous appelons le Canada. Il faut en tenir compte. On a du mal à définir le Canada, en fait, encore maintenant. Il y a beaucoup de communautés qui ne se voient pas comme faisant vraiment partie du Canada et qui contestent le concept du Canada, le concept historique, par rapport à leurs droits, leurs identités. Donc, les choses ne sont pas monolithiques. Il faut voir les tensions, les complexités qui créent cette masse territoriale que nous occupons en tant que communauté canadienne large. Tout cela pour dire que entendre parler de menaces, de guerre, de cybersécurité, je me dis la plus grande force ne viendra pas
de notre capacité à élaborer de nouvelles technologies, à désagréger l'information, à l'identification de la source de ces menaces. Les plus grandes menaces viennent de ne pas avoir de personnes dans notre pays qui croient vraiment que ce pays représente ce qu'il représente. Pour moi, c'est cela la plus grande menace. Et c'est la menace qui est exploitée par d'autres pays dans le monde, qui se livrent simultanément à toutes sortes d'actions litigieuses pour compromettre le Canada et d'autres démocraties occidentales. Mais ce que nous faisons, c'est que nous les aidons. Nous les aidons, en fait, parce que, en tant que société, et quand je dis nous, en tant que société, je parle vraiment du leadership au niveau institutionnel au Canada. Nous sommes dans une pièce ici avec des gens de la défense, de la sécurité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut reconnaître que notre pays a un passé très distinct, qui a créé une stratification qui est racialisée, cela est clair, qui est enracinée dans des idéologies racistes. Je pense que nous pouvons en convenir. Et il est toujours difficile de composer avec cette réalité et de composer avec ces pouvoirs de décentralisation. Si la démocratie est vraiment la plus grande force de l'Ouest, l'Ouest doit apprendre à démocratiser le pouvoir au plus grand niveau. Sinon, vous n'aurez pas les plus intelligents pour contrer les menaces. Vous n'aurez pas accès à ceux qui croient vraiment à ce que le Canada, les Amériques, toutes ces démocraties libérales prétendent représenter. Et je comprends, je suis avocat, je ne suis pas ignorant aux réalités du fait que les mots sur papier ne signifient rien parfois. Nous sommes dans un projet en tant qu'être humain pour créer des vies pour les gens et les familles. De quoi ce panier le traite? D'islamophobie, de racisme, quelle que soit la forme de racisme, nous parlons de phénomènes qui compromettent la cohésion de ce pays et de la capacité à y faire confiance. Donc voilà. En ce qui concerne les services policiers qui ont une incidence sur les communautés musulmanes, c'est une très grande question. Évidemment, l'impact sur les communautés musulmanes se fait sentir à tous les aspects. L'aspect de l'enquête, ce qui constitue un crime, qui fait enquête sur le crime. Cela va essentiellement ressembler à un renforcement de cette stratification de la société que je viens d'évoquer. Ce que les victimes ressentent alors qu'ils traitent avec les services policiers, les agences d'exécution de la loi, les clients, même quand elles sont des victimes, seront traités comme des suspects dans la communauté noire et la communauté musulmane. Et je ne vais pas parler de la communauté noire musulmane qui représente 10 de la société, qui est concentrée dans certains endroits spécifiques au pays. Je fais partie d'une communauté qui travaille à une étude qui essaie de désagréger leur statut socio-économique. Je peux pratiquement garantir qu'ils seront dans les niveaux subalternes de la société. Ceux qui me garantissent qu'ils seront ceux à être surveillés le plus, à ne pas trouver de perspective d'emploi à long terme, dont les enfants auront des problèmes attribuables à la pauvreté et qui se sentiront coupés de la société. Ils ne se verront pas reflétés dans la société où ils grandissent. Naturellement, ils se perçoivent comme étant extérieurs à la société. Pas tout le monde, évidemment, ne vous méprenez pas, mais plusieurs d'entre eux se trouveront dans cette situation, finalement. Et ensuite, ils sont surveillés. Les policiers sont omniprésents dans leur vie, des gens qui ne leur ressemblent pas, qui n'ont aucune notion de leur culture, qui ne peuvent pas distinguer les nombreux aspects de leur vie. Pas étonnant qu'ils auront des problèmes par rapport à tous ces obstacles.
Alors, les interventions policières, à quoi ressemblent-elles? Comme Aziz le disait, absence de transparence, mensonges éhontés dans les mandats d'arrestation, l'invasion des foyers des musulmans, et le prétexte est qu'il faut des preuves concrètes. Une grande proportion, 70% des accusations sont retirées en Ontario. Et donc, la plupart des gens qui sont placés en accusation sont des personnes de couleur. Et donc, il y a ce renforcement où vous êtes la personne surveillée, l'autrui dans l'État. Et l'exécution de la loi est utilisée comme outil, très souvent, pour vous rappeler que vous êtes là pour être surveillé, pour vous enlever tout pouvoir. Comment allez-vous créer une infrastructure de sécurité nationale, une infrastructure de défense, incluant cette communauté? Comment allez-vous y parvenir? Évidemment, si je ne peux pas faire confiance à ces institutions, j'irai en ligne et je chercherai de la désinformation. Et je ne verrai pas la différence entre les deux. Votre rhétorique ne correspond pas à vos actions. Qui vais-je croire? La Chine, la Russie, le Canada, il faut reconnaître qu'il y a vraiment un problème. Et la source de l'absence de cohésion se trouve dans nos institutions. Et cela ressemble aussi à l'absence de compréhension des enjeux de santé mentale. Les gens qui travaillent dans ces institutions ne savent pas du tout ce que c'est que les troubles de santé mentale. Comment pouvez-vous intervenir? Et c'est le problème du jour. Depuis 2 ans, les gens ont commencé à comprendre l'incidence de la santé mentale sur la réalité des gens. Je pourrais continuer. Je pense que vous aviez encore 2 questions. Je vais m'arrêter là. Mais oui, surveillance à outrance, voilà les thèmes. Forme de piégeage, en quelque sorte, système de justice pénale qui est complètement stratifié. Allez dans n'importe quelle cour, vous verrez une surreprésentation de nos communautés, des procureurs qui sont essentiellement blancs, surtout au niveau supérieur, ils sont tous blancs ou presque tous. Donc, on compose avec une société qui doit reconnaître l'élément racialisé du pouvoir et l'exclusion au niveau les plus élevés. Et cela rejoint les enjeux de recrutement, de promotion dont le gouvernement parle beaucoup, mais je ne sais pas dans quelle mesure il est très sérieux pour passer à l'action. On peut en reparler. Merci beaucoup, Kofi, et merci d'avoir fait ressortir pourquoi l'intersectionnalité est critique pour notre dialogue sur la sécurité nationale. Alors, je sais qu'il est 12h30, mais je sais qu'il y a des questions de la salle. Encore 5 minutes. Je vois une question à l'écran. Et je vais commencer avec cela. Quelle stratégie qu'on peut prendre, nous, comme personnes, pour changer la loi illégale et inconstitutionnelle qui interdit les femmes portant un hijab d'une carrière à la fonction publique? Rapidement, faire des levées de fonds, aller devant les tribunaux et contester. C'est une façon de procéder. Et deuxièmement, c'est pour encourager les gens qui nous ressemblent d'être dans les législatures pour changer les lois. Ça, c'est à long terme. Mais à court terme, il faut aller devant les tribunaux. Bon, je ne veux pas être en désaccord avec ma co-panéliste estimée, mais comme avocat constitutionnel, avec un lien avec la Constitution, la contestation qui a lieu présentement au Québec, mon avis comme universitaire, c'est que des solutions pour ce genre de programme sont à l'extérieur du droit de la loi. Je crois que nous avons besoin d'avoir des politiques, de domaines politiques plus engagés, des musulmans plus mobilisés. Donc, je vous invite à impliquez-vous dans votre communauté, impliquez-vous dans le domaine de la politique. La loi est là pour atténuer, pour empêcher les plus mauvaises choses à se passer,
Mais la loi n'est pas là pour changer le système. Ce n'est quelque chose que nous pouvons faire comme humains en agissant ensemble. Bon, je ne veux pas être en désaccord avec ce que vous avez dit. De fait, vous êtes l'expert et je suis d'accord. Mais du fait que je suis politicienne et sachant à quel point c'est difficile de changer les choses, vous savez, ça fait 20 ans que je suis sénatrice et ça va en prendre beaucoup, beaucoup plus de nous. Ça va prendre beaucoup de temps avant d'y arriver. Oui, et moi, je conteste des cas depuis 20 ans. Écoutez, évidemment, nous sommes un panel ici de 4 musulmans différents et puis nous avons tous et toutes des opinions différentes. Alors, je ne viens pas du Québec, donc je ne veux pas être trop prescriptive ici. Le récit que ça indique que l'islamophobie est un problème québécois, de fait, ça ne fait que perpétuer la pathologisation du Québec. Par contre, nous savons que ces récits qui représentent les femmes en portant le hijab est désuète, est un problème. De fait, ces opinions sont populaires partout au pays. Souvent, on voit l'islamophobie comme étant un problème, une absence de connaissances que l'on peut régler en offrant davantage d'informations, que les gens voient davantage des musulmans, notamment ici, comme membres de ce panel. Mais l'islamophobie, c'est le manque de connaissances, c'est le manque de récits pour le justifier. Charles Mills, le grand philosophe noir, il avait analysé ce phénomène de ce qu'il appelait l'ignorance des Blancs. Ce n'est pas seulement un déficit de connaissances, mais la propagation active de connaissances qui maintient la suprématie blanche. Donc ici, on perpétue de façon active les récits qui justifient l'islamophobie et qui justifient également des contrôles exceptionnels pour les contrôler. Pour ce qui est du Québec, je crois que un des récits principaux, ça a été que c'est une bonne approche de laïcité qui tente à maintenir la laïcité de l'État. Mais lorsque l'on regarde le projet de loi et ceux qui l'appuient, l'antipathie par rapport à l'islam est beaucoup plus élevée comparée à l'antipathie par rapport à d'autres religions, par exemple la chrétienté plutôt et le catholicisme, qui est supposé être la source de l'antagonisme des Québécois face à la religion. Donc, ce n'est pas une question de libérer les femmes musulmanes ni de protéger la laïcité, mais les instincts de la constitutionnalisation et la légalisation de l'islamophobie qui existe au Québec et aussi ailleurs. Voici ce que je voudrais ajouter. De façon réaliste, il n'y a pas suffisamment de Québécois, Québécoises blancs et blanches qui s'intéressent à la condition des femmes musulmanes et des musulmans pour se joindre à cette cause. À titre de minorité, on ne peut pas être réaliste en pensant que dans une société québécoise, comme on connaît présentement, que la majorité va nous permettre de changer le discours public. Regardons le projet de loi 21. Qu'est-ce que l'on dit? Il y a de très bons arguments, peut-être des deux côtés. Par contre, je ne serais pas d'accord avec l'essence du projet de loi, mais vous allez voir des musulmans qui appuient des éléments de ce projet de loi et certains musulmans, je dirais même la majorité, ne l'appuieraient pas. Mais au final, ces musulmans ont un déficit démographique au Québec, donc leurs droits peuvent être bafoués si la majorité juge qu'ils peuvent être bafoués. Notamment lorsque l'on constate qu'il n'y aura pas de conséquences politiques face à ces opinions. Ce dont on a besoin, ce sont des alliés. Lorsqu'il y a une réaction, il faut que les gens se disent « Je ne vais pas être spectateur ou spectatrice par rapport à une telle démarche dans une société. Nos droits sont toujours en conflit les uns les autres. Il y a toujours des débats. Et c'est ce qui fait en sorte que le Canada et d'autres parties du Canada, d'autres parties du monde
que tout le monde peut participer à des débats. J'ai participé à la législature de l'Ontario et c'est très bien de voir ce débat. Mais lorsque l'on voit quelque chose de mauvais, de préjudiciable, alors à ce moment-là, les personnes qui sont au pouvoir, qui ont la capacité de parler à la majorité, ils doivent prendre la parole parce qu'on ne peut pas laisser cette tâche aux organisations musulmanes, aux musulmans qui sont de la minorité. Merci tout le monde de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'est une excellente discussion et ça jette beaucoup de la lumière à quel point cet enjeu est important. Si nous continuons à perpétuer ces injustices, ça ne fait que causer des torts à notre nation et ça nous empêche vraiment d'atteindre un réel progrès. Merci tout le monde. Je cède le micro à Steve. Merci, Azra. Et j'aimerais remercier les membres du panel. C'est une discussion très importante que nous avons eue. Nous allons continuer à l'avoir. J'aime bien les derniers commentaires de Kofi, à savoir que les spectateurs ne peuvent pas être des spectateurs. Bon, cette question reviendra encore une fois lorsque l'on parlera du changement culturel un peu plus tard, à savoir que lorsque nous voyons quelque chose, nous devons les dénoncer. On doit agir aussi. Du début à la fin, c'était un panel très émouvant, très important. Vous nous avez donné un point de vue très important, un point de vue diversifié également sur l'islamophobie et la sécurité nationale. J'aimerais remercier Azra en particulier. Nous lui avons délégué à son organisation la responsabilité d'organiser ce panel. Donc, le crédit lui revient à elle et à son organisation. C'est une organisation qui comble un écart au Canada. Il n'y a pas beaucoup d'organisations qui se penchent sur la défense et la sécurité nationale et qui rassemblent des gens qui ont souvent été exclus de cette discussion. Et malheureusement, le fait est, c'est que vous avez tellement bien fait qu'on va vous inviter encore une fois. Je vous remercie encore une fois de votre expertise et aux membres du panel. Et pour les repas vous seront livrés, donc attendez simplement qu'on vous serve. Mais en même temps, vous pouvez aller prendre un peu d'air et visiter l'établissement. Nous serons de retour à 13h30 pour le reste de la session. Je remercie tous les panélistes aujourd'hui.